Donc là, vous voyez, c'est quand on regarde tout ça, chez cette dame-là, donc pas de symptômes cliniques, du paquet année, pas de facteur d'immunosuppression, elle a un cancer du pancréas, opéré il y a 11 ans, et elle est guérie. Est-ce que le nodule est persistant? C'est chaque fois que vous avez un nodule, la première question, avant de se jeter dessus, est-ce qu'il existait? Oui. Comme je vous ai dit, Gilbert, on a la chance à Michel, à l'hôpital, à la PHP, d'avoir le taxe. Je pense que on va regarder un scanner de temps, et puis là, vous voyez par exemple chez elle, alors on verra après. On va voir, donc c'est un nodule persistant. Quelle est son évolution dans le temps? Est-ce que ça évolue pas, ça augmente, ça... On n'a pas de fiche antérieure. Non, mais ça, c'est des questions que vous allez vous poser quand vous réfléchissez devant un nodule. Je ne vais pas vous le dire, parce que si je vous le dis, après c'est facile. Alors, en fait, si on ne s'interroge pas, on ne se pose pas de questions, après on oublie. Et puis ça passe à l'acte. Donc, l'aspect, est-ce qu'il y a des éléments en faveur de la bénignité? Est-ce qu'il y a des éléments en faveur de la bénignité? En fait, quand vous êtes devant un nodule, la question qu'on se pose, est-ce que ce nodule est bénin de façon certaine ou pas? S'il est bénin de façon certaine, il y a un produit à tenir qui est simplifié, qui est codifié. Et s'il n'est pas bénin de façon certaine, bah, c'est comme si un nodule malin. On fait la même quantité. Donc, vous voyez, ça, c'est les recommandations de la Fleischner. Devant un nodule solide de découverte fortuite, ce qui n'est pas le cas ici, puisque vous allez voir que dans la Fleischner, et là, vous allez devant un nodule, vous allez vous poser une question. Est-ce que ce nodule-là, il est bénin typique ou pas? C'est-à-dire, est-ce qu'il y a l'aspect d'un amartopendron, d'un ganglion intrapulmonaire ou d'un granuloome? Ou est-ce que c'est un pseudonodule? Vous allez voir. Le bénin typique, dans ce cas-là, il faut arrêter en fait. Et le bénin typique, vous voyez là, vous avez dit des trucs qui sont assez caractéristiques, mais il y a des critères stricts. Quand vous prenez par exemple le ganglion sous-pulmonaire ou l'intrapulmonaire ou ce qu'on appelle aussi les sous-pleurales, ça, il y a quelque chose qui est obligatoire, il y a ces critères-là. Il faut que la densité soit homogène et solide, c'est pas du varicose. D'accord? La taille, c'est inférieur à 10 mm. Il faut qu'il y ait une distance de moins de 15 mm par rapport à la plèvre. Ça peut être une scissure, ça peut être une plèvre viscérale. Donc là, c'est comme vous voyez ici, par exemple, ça, on est peut-être plus, mais par rapport à la plèvre, la scissure, ici, on est à moins de 15 mm. C'est une notion qui est très importante parce que certains radiologues considèrent que uniquement le nodule qui est accolé à la plèvre, on doit considérer comme ganglion intrapulmonaire. Là, c'est capital, ou bien accolé à la plèvre, ou bien avec une distance de 10 à 15 mm. 10 à 15 mm. Et puis, il y a une chose importante, c'est sa forme triangulaire ou subo-ovalaire. Vous voyez, c'est tous ces critères-là. Si on a ces 6 critères-là, on peut dire que c'est bénin, stop, on ne surveille plus. Si vous avez un critère qui manque, pardon, il faut surveiller. Vous voyez, c'est pour cela. Et connexion à la plèvre par un fin septeur, vous voyez, c'est les 10 septeurs qu'on voit ici, qui vont vers la plèvre. Il faut voir, c'est bien homogène, il n'y a pas de spéculation. Donc ça, c'est le nodule bénin, ganglion intrapulmonaire. Et ça, sur ma vacation de scanner, j'ai 2 vacations de scanner à l'Avisha, sur à peu près 1 fois ou 2 fois par mois, on suit des nodules comme ça, et leur dit stop, il faut plus suivre. Vous voyez, parce que c'est aussi, c'est une responsabilité médico-légale de dire de ne plus suivre un nodule. Oui, donc, vu qu'il a tous les critères, on peut dire arrêtez. Et surtout, le dilemme se pose lorsqu'on est dans un contexte néoplasique. Voilà. Lorsque vous avez une tumeur ailleurs et vous faites le bilan d'expansion ou la surveillance, vous cherchez l'apparition d'une localisation secondaire au niveau pulmonaire, vous tombez sur ça. Alors, surveiller ou pas, c'est ça la question. Là, nous, on a vu, moi j'avais un malade, ça c'est le dossier d'un malade qui était suivi en fait pour un cancer de testicule, un jeune, et on avait ça, c'était moi. Puis en plus, avec le Pax, moi je l'avais vu il y a 3 ans, et il le suivait. Je lui ai dit stop, il y a 3 ans il n'a pas bougé, il avait plus tard, on va arrêter de lui raguer ce jeune homme. Mais sinon, dans un contexte ailleurs, en dehors de la néoplasie, on est tranquille lorsqu'on tombe sur si vous allez dans le cadre d'un dépistage, dans le cadre d'un dépistage, par exemple dans le Nelson, ça représentait à peu près 15 à 20% des faux positifs. Oui, c'est énorme dans le dépistage, des faux positifs de nodules, c'était des ganglions intrapulmonaires. Donc dans le cadre d'un dépistage, c'est très fréquent, il faut faire attention. Deuxième diagnostic qu'on peut être sûr, c'est la martopondrome. Pour cela, il faut avoir de la graisseux. Et c'est quelque chose d'important. Là, vous voyez, ça a été à moins 50, moins 60. Il ne faut pas regarder ça. Il faut regarder sur la complication et voir s'il y a la densité du nodule. Et donc là, vous voyez, il est bien, il doit avoir, je sais pas, moins 50, moins 60. Il est bien régulier. Taille inférieure à 25 mm, forme sphérique, contour régulier, ici, il n'y a pas de spéculation.
avec ou sans calcification, on peut avoir des calcifications, c'est pas obligatoire. Mais c'est surtout, si vous avez des petites calcifications un peu en popcorn, oui, le problème c'est que si vous avez des calcifications un petit peu en périphérie, Et même si la taille du nodule est petite, alors là, la mesure de la densité devient un petit peu difficile. sauf si vous faites des coupes millimétriques en fait, c'est qu'il faudrait que, quand vous prenez, pour ne pas avoir, vous avez tout à fait raison, c'est la mesure de densité dans le parenchyme pulmonaire, c'est l'image, vous avez des images quand même de ce qu'on appelle du nodule partiel. Ouais. Ce que vous comprenez bien, il n'y a pas de... vous comprenez, si le nodule il est là, le nodule est là et j'ai ma coupe qui fait là, bah, si je mesure la densité dans le nodule, bah, je vais prendre du parenchyme autour et il sera toujours négatif. Par contre, si mon nodule il est là et j'ai une coupe qui passe par là, là je suis dans le nodule, donc je peux mesurer bien la densité du nodule. Et ça c'est important, donc on ne va pas faire des mesures de densité sur des coupes de 5 mm. Enfin, des coupes de 1 mm de volume pour bien analyser. Et pour les radiologues, une notion qui est importante, c'est là, quand est-ce qu'on parle d'une densité grasseuse, il faut qu'il soit franchement négatif. On ne va pas considérer moins de... Normalement, moins 40, moins 50, jusqu'à moins 50. Parce qu'il y en a certains qui considèrent à partir de moins, tout ce qui est moins, c'est négatif. Non, du tout. Ça peut être la nécrose. Parfois, s'il vous plaît, parfois dans les contrôles, on trouve nodule non spécifique. Qu'est-ce que ça veut dire non spécifique? Ça veut dire que vous avez un mauvais radiologue. Ça existe des mauvais radiologues. Comme ça existe des mauvais pneumologues, hein, j'espère. C'est la vraie vie. Hein. Alors, vous savez, quand vous avez un pneumologue qui est spécialiste dans l'asthme, il va s'occuper d'un cancer, il va s'occuper mal. Quand vous avez un radiologue qui est spécialiste de l'abdomen ou plutôt qui font que de l'os et du gynéco, et qui va s'occuper du thorax, c'est un mauvais radiologue thoracique, donc c'est la même chose. Il faut l'admettre et puis savoir travailler avec des bons radiologues. Vous voyez, c'est après avoir votre certitude. C'est par exemple un radiologue qui dit je trouve un nodule, la conduite artère, avis spécialisé. C'est pas l'avis spécialisé. Il ne faut pas aller demander au pneumologue. C'est le radiologue qui est l'avis spécialisé, et puis après le pneumologue va le prendre en charge. Surveillance d'un nodule, c'est au radiologue de proposer une conduite artère. Parce que quand vous regardez la Flechner, tout ça, c'est des sociétés de radiologie, c'est de la radio. Mais après, puisqu'on dit avis spécialisé, c'est que c'est quelqu'un qui ne connaît rien à l'imagerie thoracique, mais qui fait de l'imagerie thoracique, parce que soit il est là et ça tombe sur sa vacation, soit c'est la caisse. D'accord? Le granulome, donc là vous voyez le granulome, c'est quelque chose d'important. Il faut qu'il y ait la calcification soit centrale. Si elle est excentrée, attention, 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 ça peut être un cancer sur ce caprice. Donc il faut vraiment qu'elle soit bien centrée. Concentrique, lamellaire. Ouais, lamellaire. Et vous avez les calcifications totales, ça peut être un nodule complètement calcifié, mais faites attention, nous on n'a pas ce problème-là, mais c'est surtout en pédiatrie. C'est des ostéosarcomes qui peuvent donner des métastases calcifiées lourdes. Il n'y en a pas beaucoup d'ostéosarcomes chez nous. Dans le centre où je travaille, on n'en a pas beaucoup. Je n'ai jamais vu des métastases calcifiées. Mais c'est quelque chose qu'il faut connaître, que l'ostéosarcome peut donner des nodules calcifiés. Les autres, ça peut apparaître comme un nodule, et c'est une mappe avec un vaisseau qui rentre, un vaisseau qui sort, et ça, c'est un anévrisme de l'artère pulmonaire. Donc ça, c'est des choses où on est sûr que c'est bénin. Il y a des produits à tenir. Le martocondrome, on peut surveiller ou l'enlever. Ça dépend des centres. Si c'est sous pleurone, on peut l'enlever facilement, parce que c'est ma seule chirurgie thoracique que j'ai fait dans ma vie. C'est que j'étais rentré avec les chirurgiens thoraciques pour l'enlever. En fait, vous le sentez, vous faites un petit coup de bistouri, ça s'est déplu comme un noyau de cerise, le martocondrome. Puis après, 2 points de suture, et puis c'est fini. Par contre, quand c'est profond, là, dans ce cas-là, il faut faire des segmentectomies ou des lobectomies. Là, il faut réfléchir. Pourquoi je dis qu'il faut opérer ou pas? Parce que j'ai l'expérience de 2 malades qui avaient des amartocondromes qui ont fait des hémoplésimations. Donc dans ce cas-là, on se dit qu'il faut les opérer. Il n'y a pas de notion de cancérisation. Mais après, ça dépend des malades. Hein. Si vous avez un jeune qui a un amartocondrome qui est de 3 cm, il a 40 ans et qu'il est facilement enlevable, à la place de le surveiller et de l'emmerder, ben, vous l'enlevez et puis il n'en parle plus. Vous voyez, après, c'est votre relation avec votre patient. Donc là, vous voyez, ça c'est le bénin et le pseudonodule. Là, vous voyez ce nodule en variopoli comme il est magnifique. Mais en fait, c'est tout simplement une petite bande d'adénose. Vous voyez, c'est pour cela. Un nodule, c'est une boule. Une boule dans les 3 plans d'espace. Pas dans un plan axial. Et là, pour appliquer, après la troisième question, est-ce qu'on peut appliquer la Flechner? La Flechner, on peut pas l'appliquer. C'est la moins de 35 ans. Ça, c'est important.
parce que c'est plutôt infectieux. Le contexte, cancer avec risque métastatique, le pancréas chez elle, oui, mais au moins ça fait 11 ans. Et normalement, quand on regarde dans la Flechner, ils disent 5 ans. Donc quand on a un cancer qui est guéri depuis 5 ans, donc normalement il y a peu de possibilités. L'immunosuppression, parce que chez les patients qui sont immunosupprimés, ils peuvent faire plus d'infections qu'autre chose. Et puis après, oui, on va regarder les facteurs de risque. Donc, il n'est pas jeune, donc elle a plus de 35 ans. Elle a un cancer qui date de plus de 11 ans, donc on peut dire qu'il n'y a pas de cancer, si on va suivre les recommandations. Et elle n'a pas d'immunosuppression. Après, on va regarder est-ce qu'elle a des facteurs de risque. Âge avancé, c'est plus de 45-50 ans. C'est ça, c'est... Tabagisme avancé, c'est pas le cas. Spéculation, lobe supérieur, c'est ça les localisations. Est-ce que c'est unique ou multiple? La densité, taille moyenne, et l'évolutivité, ça c'est important. Et ce qui est important, c'est que dans l'évolutivité, c'est passer le point de 1 mm. Hein. Parce qu'à mon âge, je suis un peu parkinsonien. Quand je prends la mesure, le 2 mm, là, il faut que ça avance bien. Sinon, vous avez les deux dossiers de mesure de volume. Ils sont pires que moi, parce qu'il faut qu'il y ait une différence de plus de 20%. Si vous n'avez pas une différence de plus de 20%, c'est que l'augmentation n'est pas significative. D'accord? Vous voyez, ça c'est dans le volume. C'est que si vous passez de 400 à 450, il n'y a pas d'augmentation. L'espace de temps, après, on calcule le temps sur un logiciel qui est très bien. Aujourd'hui, vous le mettre en photo qui s'appelle P-Nodule Risque. C'est une application que j'ai. Vous voyez, après, je mets le volume et puis après, il me calculera le temps de développement du volume. Donc ça, c'est la taille du nodule. On va passer assez vite. Je pense que ça, c'est... vous avez eu un atelier sur le nodule, donc on va passer assez vite. Moins de 6 mm et 100 mm cube. C'est bien parce que, en fait, pourquoi je utilise le volume? Parce que dans le dépistage, parce qu'on n'a pas des études sur le suivi de la vie des nodules, on a les dépistages, et on voit qu'avec le Nelson, par rapport à un NST, Nelson, c'est ce qui a été fait en Europe, et le NST, c'est ce qui a été fait aux États-Unis. Donc Nelson, ils avaient 15 000 malades, 15 000 sujets, voilà, 15 000 sujets, et un LST, ils avaient 25 000 radiothorax, 25 000 scanners. Et un LST, c'était le diamètre. Nelson, c'est le volume. Et on a vu qu'avec le volume, on a beaucoup moins de faux positifs, des stades intermédiaires, que les mesures de densité. Donc c'est pour cela on s'oriente plus, on est en train de travailler sur le dépistage en France, on s'oriente plus sur le volume. Néanmoins, le volume, c'est la machine qui le fait. Et le volume, quand vous êtes à côté de la paroi, vous appuyez, soit elle vous dit la machine, je peux faire le volume, soit elle va vous prendre un bout de paroi, donc ce qui fait qu'après, il y a la main humaine qui intervienne, et du moment que la main humaine intervienne, tout est foutu. Donc il faut pas que... Il faut que ça soit automatique, on arrive à le faire avec le corps en chiffre qui entoure bien, là on peut bien prendre le volume d'un volume. Mais si vous êtes proche à côté d'une paroi, là le logiciel il ne reconnaîtra pas, il va il va prendre de la paroi et ça va inclure dans le volume du logiciel. Dans ce cas-là, on va utiliser les mesures de diamètre. Et puis pour le diamètre, il faut préciser. Qu'est-ce que vous faites dans la pratique quotidienne? Est-ce que c'est le grand diamètre, le petit ou les deux? Ah, ça c'est une question. C'est une question. En fait, ce qu'ils font, les Flechner, ils avaient fait des recommandations là-dessus. En fait, ils font pour les nodules de moins de 8 mm. De moins de 8 mm, ils prennent le petit et le grand diamètre et la moyenne. Et ils font la moyenne. Et pour plus de 8 mm, ils mesurent le petit et le grand diamètre. Ils ne font pas la moyenne. Ils donnent les deux diamètres. Ça c'est important parce que même dans la surveillance, il faut que ça soit reproductible. Ouais, il faut que ce soit reproductible. Le même radiologue et la même machine, finalement, pour avoir une certaine crédibilité dans la surveillance. Ouais, sinon, j'ai perdu pas de la fidélité au radiologue. Ouais. Parce que moi je peux mesurer 8 mm, mon collègue peut... Oui, et surtout s'ils n'utilisent pas les mêmes constantes. Exactement. Ça c'est... en fait, l'idéal c'est d'avoir des scanners qui vont durer 20 ans pour selon les malades. Ça va être le même scanner, même dose, même tout ça, si on veut être stricto sensu. Et là, vous voyez, par exemple, pour le 6 à 8 mm, il n'y a pas de facteur de risque, on a vu avant. Pas de facteur de risque, on ne fait rien. Facteur de risque, on fait un scanner un peu contrôlé avant. Parce qu'avant d'être plus de 8 mm, il commence par petit, donc on surveille vraiment. 6 à 8 mm, facteur de risque, oui, 6 à 12 mois, puis 12 à 18 à 14 mois. Non, 6 à 12 mois. Pourquoi on donne, vous savez pourquoi on donne des plages plutôt que des dates? C'est pour quelque chose qui est très scientifique. Pourquoi on donne de 6 à 12 mois et non pas à 6 mois? C'est très scientifique. Non, je plaisante. C'est parce que les Américains, ils ont eu des procès à cause de ça.
c'est que, monsieur, vous avez fait le scanner à 7 mois, vous devriez le faire à 6 mois selon les recommandations. Je suis métastatique, c'est votre faute, vous êtes fautif et je vous attaque en justice. Donc pour cela, et ça c'est écrit bien dans le papier de la Fechner, il correspond des problèmes de niveau médical. Alors on a mis des plages, des durées, des intervalles de temps et non pas des durées exactes. Oui, c'est pour cela que vous avez des intervalles et non pas de durée. Et plus de 8 mm, ça devient surveillance à 3 mois, ça persiste, et là on fait la RCP. Bon, on va revenir à notre nodule. Vous voyez, après, on va revenir à notre nodule. On revient à notre nodule. Donc on va revenir à notre nodule. Donc là, vous voyez, le nodule, là, c'était en septembre 2021. Il faisait 4 mm. Et là, en février 2023, il fait 8 mm. J'ai pas réussi, j'ai essayé hier de faire le volume, j'arrivais pas avec mon logiciel parce qu'il y a du vide à l'intérieur. Vous voyez, c'est les problèmes des logiciels. Non, c'était un nébule, il était un peu hypodense, un peu hypodense. Donc c'est un nébule solide de découverte fortuite. J'ai mis le concernant parce que ça fait plus de 5 ans, si on va suivre les recommandations de la Fechner. Âge avancé, c'est plus de 50 ans. J'avais oublié la spéculation. Lobe supérieur, vous voyez, il y a 3 facteurs de risque. Il est unique. Il y a une évolutivité. Donc c'est... Et là, vous voyez, il a eu la RCP en novembre 2021. Vous voyez, ça c'est la RCP. Le nodule est apparu en 2020. Il faisait 4 mm. Là, actuellement, il fait 4 mm. Donc on a décidé de le suivre. C'est pour cela qu'on a fait le scanner. Oui. Donc c'est la première RCP. Oui, c'est la première RCP. Puis après la deuxième, on a vu le nodule qui fait 8 mm. On a demandé de le biopsier. On l'a biopsié. Et vous avez la lapate. C'est un adénocarcinome, c'est CK7+, TTF1-, mais vu qu'il n'est pas TTF1, s'il était TTF1+, on était plus à dire c'est plutôt pour. Mais TTF1 négatif, et l'aspect comme ça, excarné, c'est pas très fréquent dans le cadre d'un nodule prédictif. Ce que vous avez vu avec Gilbert, là, sur le nodule dans les bulles, le cancer dans les bulles, c'est des bulles, et puis après, alors que là, on parle d'un nodule solide qui s'excave. C'est pas la même chose. Le prédictif, c'était bien sûr un adénocarcinome. Oui, c'était un adénocarcinome. Est-ce que c'est pas... Vous voyez, on a fait tous les PDL1, là, tout ça, qui, on va l'opérer en fait. Ça, c'est plus le nodule. C'est prévite. TTF1 négatif. TTF1 négatif. Donc, Vous voyez, c'est ça le problème, c'est que TTF1 négatif, ils vont en fait probablement l'opérer. On aura la pièce à la plate, on aura ce qu'il faut comme matériel et on regardera par rapport à son adénocarcinome qui va être présent, voir des corrélations, voir si c'est métastatique. Mais je pense que c'est plutôt ce que métastase d'un cancer du pancréas, parce qu'on sait que le pancréas, donc métastase du pancréas, c'est une lutte. C'est comme les métastases du pancréas. Et s'il vous plaît, bien sûr, après un bilan exhaustif, il n'y a pas d'autre localisation. Oh oui, vous savez, la TEP, le malade, même s'il a un cancer stade 4 envahi partout, il a la TEP avec par exemple. La TEP, ça fixe nulle part ailleurs, ça fixe ici. D'accord. Donc on va passer. Hop. Très bien. Je pense qu'il faut que je le remplisse. alors là, c'est un patient de 32 ans. Alors, pour la profession, il travaille dans une usine de broderie. C'est un tabagie chronique, avec notion d'alcoolisme occasionnel et de cannabisme sevré. Dans cet antécédent, il n'y a pas grand-chose en dehors d'un diabète de type 1, suivi de piqûres. Mal suivi. Alors, il présente depuis 2 mois une toux sèche, avec dyspnée d'effort, quelques épisodes d'hémoptysie, de fièvre abondante, asthénie et anorexie, fièvre, voilà. Il a consulté à plusieurs reprises, il a fait des radios, des séries de BK et plusieurs cures d'antibiotiques. Alors, à l'examen clinique, la fréquence respiratoire a été évaluée, la saturation, elle était au repos en aérobio à 91%, avec un très mauvais état bucco-dentaire. Alors, le poids, elle est maigre,
48 kg. Le reste de l'exemple était normal. Alors on va voir la suite. Voilà, sur la radiographie thoracique, ça. C'est des opacités. Alors voilà le bilan. Les BK ils étaient négatifs. Il a fait un bilan sanguin. Les blancs étaient dans la limite supérieure. Pas de l'hémoglobine correcte. Sauf qu'il avait un syndrome inflammatoire avec une CRP qui est très élevée, à 270. Il avait accéléré. Alors déjà, sur ça, est-ce qu'il y a des réflexions? Je ne vais pas citer alvéolaire, multicumulum, les deux émissions pulmonaires, donc un syndrome inflammatoire, qui est quand même prononcé. La fonction rénale était normale. Le contexte d'immunodépression, est-ce que c'est pas un archivette difficile, par exemple? Non. Le bilan immunologique, on va le voir par la suite, était négatif. Oui. Alors on a décidé de faire un scanner, bien évidemment, pour mieux caractériser les opacités au niveau de la radiographie standard. Voilà, je vais faire défiler les images. Vous avez ça. Voilà. Alors voilà. Finalement, il y a un pattern qui est fait essentiellement. Il y a des nodules. Il y a des condensations. Des nodules tranquillons. Il y avait du verre dépoli autour du nodule également. Un pattern fait essentiellement deux nodules avec verre dépoli tout autour, avec un halo périphérique. Regardez, il y a de la tonne, on voit de la tonne. Voilà. Ah oui, on voit de la tonne. Hein. Exactement. Là, il y a une autre tonne. Hein. Et des nodules, voilà, des nodules. Bon, pour vous rappeler, la tonne a été décrite la première fois dans quelle pathologie? L'accord de la pneumopathie organisée cytogénique comme très spécifique, très sensible, tout ça. Finalement. Il y en a à peu près 600 étiologies. C'est comme le nodule avec un halo, ça a été décrit la première fois pour quelle maladie? Pour l'aspergillose invasive chez des patients transportés de moine. Et vous avez l'étiologie spécifique et tout ça. Et puis il y en a à peu près 700 étiologies maintenant. Donc vous voyez, c'est pour ça qu'il faut rester humble. Et un autre exemple, c'est celui du crazy paving. Ah, le crazy paving, tout le monde. Protéinose alvéolaire. Protéinose alvéolaire, et puis on le met partout. Et en fait, quand vous regardez le crazy paving de la protéinose alvéolaire, n'a rien à voir avec les autres crazy paving. Parce que c'est toujours, après on va approcher des signes où on va dire épaississement des septa intralobère avec du verre dépoli et interlobère, ça fait le crazy paving. Non, le crazy paving stricto sensu, c'est des lobules pulmonaires secondaires où il y a des verres dépoli et des épaissements des septa interlobulaires et intralobulaires, séparés par des lobules secondaires normaux. C'est ça le crazy paving, c'est des pavés qui sont fous. C'est pas des épaissements de septa intra-interlobulaires. Non, avec du verre dépoli. Mais c'est après, on rentre dans le commun des langages pour que ça soit plus facile. Et puis, quand on regarde un peu le crazy paving, c'est des grands champs, des grands lobes où il y a du crazy paving. Bah oui, c'est pas du crazy paving, c'est des épaissements de septa intra-interlobulaires associés à du verre dépoli. Et c'est la même chose. Ou c'est du paving tout seul plutôt que du crazy. Pourquoi ce malade a traîné avant de faire son scanner, s'il vous plaît? Alors, il a consulté un substrat externe, il a été vu, ils ont considéré que finalement c'est une infection vraiment. Donc ils l'ont traité comme infection. Il a reçu une thérapie, voilà, sans amélioration. Il a fini par atterrir dans la structure hospitalière où un scanner a été fait. Alors que le premier cas, on a fait un scanner. Vous voyez déjà l'approche entre les deux mentalités, européenne et la nôtre. Non, c'est pas l'approche de la Il y a mentalité. même la prédisposition, même le malade. C'est l'approche économique aussi. Oui, exactement. C'est l'approche économique. Finalement, c'est un choix. On revient en France. France, Le malade qui va décider est-ce qu'il va partir à l'hôpital ou Voilà, la différence, c'est qu'en France, vous avez la sécurité sociale. Quand vous allez à l'hôpital, on s'occupe de vous, vous avez besoin. Mais vu la radio, il fallait faire scanner des fois. Ah oui, oui. Il y a rien à attendre. Ils ont fait du gel externe?
Il a fait du gène externe. Il était négatif. Parlons des moyens de station. En France, vous avez le scanner, le moyen de scanner. Même à l'hôpital, s'il n'a pas une couverture, il ne peut pas passer son scanner. Même à l'hôpital, il faut. Et puis le rendez-vous, il y a même cette question de rendez-vous. Il va prendre un rendez-vous qui est un petit peu décalé. Il ne va pas faire son scanner dans la semaine, sauf en cas d'urgence. Et là, il n'y avait pas d'urgence. Même l'hémoptysie, il était. Bon. C'est une urgence. A posteriori. En tout cas, pour moi, si on me présente ce dossier pour un scanner, je ne vais pas hésiter à lui donner l'accord de Maintenant, on est devant des images. L'efficacité de moyens. Et le moyen. Vous savez, les moyens, nous, on paye des taxes pour la sécurité sociale en France. Et on accepte de payer beaucoup de taxes pour avoir le système de santé pour qu'on puisse se protéger. Vous voyez, c'est tout à. Ça sort du domaine de l'intelligence. Je l'ai mis sur la première diapo, c'est un niveau c'est économique, c'est social, les gens. Il est défavorisé. Ça, c'est ce que j'ai dans le 9-3 à côté de chez moi, de mon hôpital. On voit plus souvent des malades qui sont très avancés. On a des pathologies qu'on a à Bichat, qu'on n'a pas la même à Cochin. Cochin, c'est Paris 5e au milieu de Paris. Vous avez les quartiers chics autour, ce qui fait que c'est des gens à un bon niveau socio-économique. Malheureusement, ça rentre. Hein. Et Bichat, c'est Saint-Ouen 93. C'est des gens qui n'ont pas le même niveau socio-économique. Ils sont tous un peu, c'est pas grave, on entraîne. Et puis après, j'ai de la fièvre à Zot. Ce qui fait qu'on arrive à avoir des tuberculoses bien avancées, comme on voit en Afrique, sans problème. Il faut le reconnaître. Mais ça, c'est la vie. Hein. Chez nous, bon, moi je fais l'RCP de l'oncologie thoracique. La plupart des malades, c'est des malades mentales. La plupart des malades qu'on voit, la plupart, c'est des T4, N3, voilà, c'est des N3 métastatiques. Et du coup, on présente par exemple 20, 25, 30 dossiers sur lesquels on a un seul malade. On fait le repêchage d'un seul. C'est la vraie vie. On va avancer, il faut travailler pour changer le système, mais et les mentalités aussi. Ouais, ça, alors, les diagnostics, on peut évoquer dans cette présentation scannographique avec un pattern fait de nodules, des nodules avec l'air dépoli, des foyers de condensation. Il y a une orientation diagnostique. Est-ce que vous avez une orientation diagnostique, une approche? Avec un syndrome inflammatoire qui est quand même. En premier, c'est l'affection. Dans notre contexte, on est un pays endémique de tuberculose. Donc, à un terrain, c'est venu d'être il a un diabète, on va voir, il a un diabète, son diabète, est-ce qu'il est équilibré, est-ce qu'il est mal équilibré. Mais je pense qu'il faut penser en premier à l'infection. Donc maintenant, l'infection, est-ce que c'est une infection spécifique? Est-ce que c'est une infection un germe banal? Est-ce que c'est une infection opportuniste du moment qu'on est devant un terrain qui est immunodéprimé? Donc tout ça, on va avoir ces réflexes-là. Donc on va procéder étape par étape. La tuberculose, il faut faire, bien sûr, on a fait des séries de BK, donc qui étaient revenus négatifs. Même l'aspect n'est pas. Nous, on n'est pas dans, moi, je ne suis pas dans un pays d'endémie à Paris. Mais en fait, les BK, pour qu'on puisse dire qu'il n'y a pas de BK, il faut avoir des tubages gastriques au réveil. Il y a plein de choses qui peuvent faire. On peut respecter les malades, on fait plein de choses. Parce que des malades, savoir cracher, c'est pas donné à n'importe quel moment. Et puis après, je pense que la chose la plus importante avec ton scanner, c'est la fibro. Fibro, là où il y a les lésions plus alvéolaires, aller faire un lavage là-bas. C'est ça l'intérêt. Et puis nous, on en a pas mal. Moi, j'ai pas mal de demandes de scanner qui demandent le scanner le matin de la fibro parce qu'on veut voir où est-ce qu'il y a les anomalies pour qu'on aille chercher. Ce qui fait qu'on a pas mal de scanners sans injection, 2-3 scanners avant la fibro. Et puis comme ça, les pneumologues qui font la fibro, ils savent où se trouve. Des fois, on fait la fibro qui revient normal, les BK normales, et on est amené à faire des biopsies de condensation, des institutions. Et on fait entendre sur le diagnostic de tuberculose, même si on est dans un contexte, dans un pays endémique, il reste toujours difficile à soi.
Et puis, on ne peut pas démarrer un traitement antivaccinal. Une confirmation. On ne peut pas jouer avec ça, surtout Parce que, voilà. En France, entre parenthèses, on peut peut-être jouer parce qu'il n'y a pas d'endémie, mais ici, on peut pas, ça résiste, il y aura de la résistance. La résistance, elle est effet secondaire aussi. Voilà. Autre gamme diagnostique qu'on doit évoquer, on a des nodules avec des dépôts, des condensations aussi. Oui, un PID. C'est bon. Une pathie infiltrative diffuse. Voilà, il n'y a pas de disséminé. C'est la différence entre diffuse et disséminé. Là, dans le PID, c'est plus diffus. Là, c'est disséminé. Je ne pense pas qu'on peut évoquer le PID. Je n'évoquerai pas le PID, mais. Les embryons séchés avec des lobules trouvés, les lobules trouvés, il faut garder en tête un diagnostic d'hypoplasie de. Je ne sais pas si vous êtes d'accord. Oui. Un adénocarcinome lipidique qui donne assez fréquemment des présentations sous forme de condensation chronique. On est même dans le cadre des PID, on est dans la LIP, hein. on peut évoquer la LIP, hein. Avec un syndrome nodulaire comme ça. La LIP. La LIP, lymphocytaire. Oui. Alors voilà, vasculaire. Alors, les examens, on a fait une endoscopie bronchique. L'aspect était très inflammatoire. Alors, on a fait un lavage. Et, je vous annonce. Alors, neutrophilique. Le BK était négatif, j'ai l'expert négatif. Et voilà. Avec une culture biopsie transbronchique qui a mis en Le bilan d'immunodépression a été fait. Donc finalement, il n'y a pas de prise de contraste prolongée, il n'y a plus de corticothérapie prolongée, il n'y a pas de lymphopénie, de neutropénie, la sémologie était négative, c'est VIH et l'hépatite. Vous avez un PPH avec positif, l'hémoglobine glycée était à 12. Alors voilà. Et ça, c'est en fait, on peut l'avoir, mais exceptionnellement chez les malades, en fait, légèrement immunodéprimés comme les diabétiques. C'est ce qu'on appelle l'aspergillose chronique invasive. Mais c'est plus la forme de la cause habituelle, c'est plus une condensation de nuque avec de la nécrose. Et quand vous avez un foyer de condensation nécrotique chez un malade immunodéprimé léger, par exemple l'insuffisance hépatique ou un petit peu l'insuffisance rénale, ou insuffisance diabétique, il faut y penser à l'aspergillose parce que vous ne trouvez rien. Et puis après, quand on cherche l'aspergillose, des fois on est obligé d'aller jusqu'à la biopsie percutaneuse pour avoir prélevé. Et là, on trouve l'aspergillose qui est dans la condensation. Oui. Alors maintenant, justement, avant qu'on avance dans le bilan, c'est-à-dire après le scanner thoracique, nous, en tant que radiologue, au niveau de la conclusion, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on a le droit d'évoquer, qu'est-ce qu'on ne peut pas, c'est-à-dire finalement c'est ça, parce que chez nous, ça va s'arrêter à la conclusion du scanner. Peut-être qu'on ne saura pas ce qui va se passer après, mais... Ça, pour savoir après, c'est simple, c'est vous notez que sur votre pas, dossier intéressant à suivre. Mais quand oui, mais elle est pertinente. Parce que finalement, devant une telle présentation radiologique, avec un comment on va orienter là, vous avez quand même une orientation clinique. Vous avez un syndrome inflammatoire avec de la fièvre. Malheureusement, dans un cabinet de ville, scanner thoracique, on va avoir, là, on c'est est la radio, perdu. on va En tant que radio, on est vraiment perdu. Ne vous inquiétez pas, ça, il n'y a pas de différence entre le Maroc et la France sur les demandes de radio. Oui. Le scanner en France, c'est scanner thoracique. Des fois, il vous donne le protocole. Hein. Oui, HR, voilà. Il ne vous donne pas la clinique, mais il vous donne le protocole. Mais ça, c'est normal. Ce qui fait que moi, je les éduque avec les urgences, parce qu'on a pas mal de scanners qui viennent des urgences. Quand j'ai pas de renseignements cliniques, surtout pour les scanners de crâne, Oui. Quand je vois rien, je dis scanner fait, et je signe et je valide. Je n'interprète pas. Après, tu as les urgentistes qui viennent voir.
Monsieur Kelly, pourquoi vous avez fait ça? Je dis, bah, vous avez demandé un scanner, vous avez fait un scanner. Non, mais c'est. Vous n'avez pas fait le travail de médecin. Essaie de refaire tout l'interrogatoire. Mais nous, les demandes, on attend beaucoup du radiologue. Mais Parce quand que on s'il n'y n'a a pas pas, quand s'il on n'y a n'a pas pas les cette renseignements. collaboration, cette coordination entre l'initié et le radiologue, le radiologue ne sera pas bon. Et le Généralement, C'est le part à notre page, C'est dans le bilan fait et tout. et Ils ont des établissements. C'est la spécialité, c'est la spécialité de tout le monde. Radiologue et pneumologue, c'est la je vous dis quelque chose. Moi, je travaille pas mal en oncologie, je fais pas mal de scanners d'oncologie. Les oncologues thoraciques, ils m'envoient le malade en me disant le baseline, le navire, et puis pas d'autres scanners. Les autres oncologues, scanner thoracique suivi de cancer, scanner CAP suivi de. Bah, vous savez, vous êtes beaucoup plus rentable et beaucoup plus utile en tant que radiologue. Vous êtes plus rentable en tant que radiologue si vous travaillez ensemble. Et vous allez voir que les centres où il y a la PIP, où ils s'occupent bien du pathologie interstitielle, c'est là où vous avez un excellent radiologue, vous avez un excellent pneumologue. Et dans les centres où vous avez un excellent pneumologue sans avoir un excellent radiologue, il ne fera pas beaucoup de visites. Il n'aura pas de PIP. Donc c'est à vous de créer votre réseau, de travailler ensemble. Et travailler ensemble, c'est pour le bien du patient et pour votre développement. Et c'est ça, c'est en fait, il faut travailler ensemble. Et puis si vous avez votre radiologue qui ne prend pas en compte les données cliniques, ben vous allez le voir gentiment, vous lui dites vous êtes donné en fonction de ces données cliniques. Quand vous allez le voir une fois, deux fois, après dire ben, je ne veux plus la voir, donc je vais essayer de répondre et de faire un bon contrôle. Vous voyez, c'est. Il faut. Moi, je vais vous raconter entre parenthèses une petite anecdote. Alors, un malade, ça m'est arrivé 2 fois ou 3 fois. Alors, c'est des malades qui se sont présentés pour une biopsie d'une masse thoracique. Biopsie de masse thoracique. Alors, la masse, moi je vois le scanner, c'est une masse centrale, les contours sont bien limités. Alors, qu'est-ce que je fais? Bien évidemment. Il faut sur un scanner injecté. Injecté. J'injecte, et j'injecte, je tombe sur des arrivées. Il m'est arrivé, ça m'est arrivé 2 fois. Mais ça, c'est la non-coordination, la non-collaboration entre radiologues, cliniciens et. Vous avez une masse centrale et vous n'injectez pas. Et puis le clinicien demande la biopsie sur quel critère, je ne sais pas. Et puis quand par exemple un nodule périphérique, même si il est périphérique, je dans ne les sais mains. pas si j'ai pas d'injection. Hein. Oui. C'est pas pour question de la main. C'est une question pour voir est-ce qu'il est nécrotique ou pas nécrotique. Si vous avez un nodule périphérique qui fait 1 cm ou 2 cm, qui est complètement nécrotique et qui a une petite paroi fine, c'est probablement infectieux et que ce n'est pas un cancer. Est-ce qu'on ne peut pas attendre un peu? Et vous allez regarder plus finement autour, est-ce qu'il n'y a pas des micronodules? Vous voyez, c'est des choses que l'injection ça peut être utile et moi je ne biopsie pas un nodule sans avoir une injection. Parce que ça m'est déjà arrivé quand on m'a adressé un malade que j'ai injecté. Parce que j'avais dit, ouais, vous l'injectez, je viens voir après parce que c'était une malformation intérieuse. Et surtout lorsque vous avez, là je m'adresse au radiologue, lorsque vous avez un nodule connecté sur lequel vous dites, voilà, il est connecté avec probablement connecté avec les structures vasculaires. Là, il faut absolument faire un vrai enjeu scanne, pas un scanner. Un enjeu scanne, pas un scanner portable, parce que des fois, la densité du nodule, la densité intravasculaire, elle peut être identique. Donc on peut se faire avoir, faire vraiment un enjeu scanne. Et puis là, on a des recettes, donc des ah oui, on les voit assez souvent. Les analyses des attaques, c'est pas exceptionnel. Voilà, on avance. Pardon, s'il vous plaît. Oui, Est-ce qu'on est en droit d'évoquer devant cet aspect des embolies septiques? bien sûr. Oui. Mais c'est pour ça qu'on revient à la conclusion de Madame, parce qu'elle a posé la question d'Oper. Moi, quand je vois un scanner comme ça, en fait, je vois en premier l'embolie septique. Deuxièmement, les vascularistes. Oui. La vasculariste, ça peut donner ça. Bah, il y a une vascularite qui Wegener. Il crache du sang, ça fait des embolies septiques. Et puis vous êtes dans un pays d'endémie, la tuberculose, on est déjà développé. Mais en fait, on n'est pas. On va faire une carte diagnostique, mais c'est pas de la bonne radiologie. Voilà. Mais oui. Mais je Vous, les pneumologues, faites la mauvaise pneumo, et nous, les radiologues, on fait la mauvaise radio. Mais devant, je pense qu'il est justifié devant cette présentation radiologique, à mon sens, bon, une origine infectieuse, probablement des embolies septiques. Deuxième cadre étiologique que je peux évoquer tranquillement, c'est la vasculaire. Bon, pour la tuberculose, on est dans un contexte d'endémie, mais ce n'est pas une présentation habituelle. Il n'y a pas, voilà, c'est pas une présentation. Donc, tuberculose, on peut s'en passer, mais
l'infection, bien évidemment, parce que vous avez un malade qui est infecté, Et puis mauvais état dentaire, voilà, mauvais état. vous pensez au jardin aérobie aussi. Exactement, staphylocoque aussi. Donc il fallait demander une ETT, non? Dans le bilan. Si on évoque l'embolie septique. Oui, Il évidemment. fallait demander une ETT Évidemment. dans le bilan avant de passer aux biopsies. Mais vous savez, dans les embolies septiques, quand vous avez des lésions comme ça, vous avez quelque chose qui obstrue l'artère pulmonaire. Donc si vous faites un bon angioscanner, vous pouvez avoir des éléments sur l'angioscanner. En vous disant, bah, il y a de la nécrose, il y a des anévrismes, on peut voir des choses. Mais ça, c'est tout ça. Malheureusement, le radiologue, quand il interprète le scan, s'il n'a pas d'information, il arrive après la bataille. Le scanner, il est fait, il arrive après la bataille, il ne va pas le réinjecter. On ne va pas faire à tous les malades un passage sans injection, un passage avec injection au temps artériel, aortique et pulmonaire, et puis après faire un passage tardif au temps portable. Le scanner, le tube va se fatiguer, c'est pas bon quoi. Et pour les malades, c'est pas bon. On ne va pas faire à tous les malades trois passages. Par contre, si on est orienté par un malade qui dit vous avez des opacités, il est fébrile, il est amaigri, il a des multiples opacités sur la radio, parce que si vous n'avez pas la radio, le plus souvent vous n'avez pas la radio, hein, on vous demande le scanner, faites le scanner. Et puis vous ne pouvez pas, en tant que radiologue, dire je fais le scanner, je regarde, je ne sais pas le débit que vous avez ici, nous là-bas on fait à peu près 130 scans par jour. Donc si on va dire avec chaque scanner, attendez je regarde, je vais voir s'il faut injecter ou pas injecter, je vais aller interroger le malade, je vais avoir la salle d'attente qui va être pleine, hein, et surtout les urgences vont déborder. Ouais. Donc il faut avoir un protocole. Soit le renseignement est bien fait, on a un bon scan, le renseignement est mal fait, le scanner est mal fait. On peut être tout le monde radiologue qu'on peut. Ouais. Vous êtes combien pour faire 130 scanners par jour? J'ai un médecin qui est tout le temps, j'ai 2 médecins au scanner le matin, 2 médecins l'après-midi, puis la garde. Dans l'ensemble, vous faites combien de scanners approximativement? 130 scanners. Y compris De la 8h à 8h du matin, on fait 130 scanners. Nous, on fait combien? Ah? C'est un cas d'oncologie. Non, non, pas l'oncologie. Si, l'oncologie compris. Tout. Non, mais nous, c'est un peu. Il y a l'hôpital de spécialité où on fait des services et des urgences. Il y a le service des urgences et il y a l'autre, c'est un autre. On le considère comme une autre unité. C'est combien de scanners? C'est combien dans notre service D, C'est 60 le programme et les urgences. Et les urgences, 60. Donc, c'est 55. Combien de scanners? 100. Combien de scanners? Combien de machines? La machine, une seule machine. Non, il y a les urgences, il y a les urgences et il y a 2 machines. Nous, on fait sur 2 machines. Ça. Donc, J'ai un 3e scanner qui fait que de l'interventionnel. Si on est les moyens, Il y a 100. 2 scanners. Donc, programme et urgence. Dans le programme, on a une machine qui doit être 64. Donc, c'est ça. Problème pour les enjeux. nous, on en a 2, 300. 2. 500. Parce qu'on fait du cardiaque dessus. Non, parce que on a des situations cardiaques, c'est bien. Alors, bon, l'aspergillose, c'est une infection systémique. Typiquement, c'est le sujet du immunodépression. Et là, le message qu'il faut avoir en tête, c'est devant un patient neutropénique, avec un contexte d'immunodépression, avec une présentation radiologique faite de l'angle ouvert des produits, il faut savoir évoquer Mais malheureusement, il y a d'autres germes oui, qui peuvent donner ça. parfaitement. Et dans ces cas-là, le plus souvent, les Non, localcystoses. les conditions. C'est des candidoses, juste comme ça, qui peuvent donner. Donc en fait, les oncologues qui font des hématos, ils ne se contentent pas d'avoir l'imagerie, ils utilisent le germe. Et puis moi, nous, on n'en a pas sur recrutement, mais à Saint-Louis, ils fonctionnent pas mal pour avoir en fait le germe exactement, pour avoir une bonne Et pour le traitement, à la tête. C'est pas le même traitement. C'est pas le même et traitement. des fois, quand ils ont une autre pénicéllaire ou une granulocytose, je pense qu'ils passent Au traitement par anti-aspergillère. Exactement. Dans les Ça la centres, conduite. non, mais dans les centres, ils ont accès à la biopsie. Oui. Ils font de la biopsie, ils donnent le traitement après, parce que c'est quand même important. Hein, parce que c'est dans 80% c'est de l'aspergillus, mais vous avez 10 à 20% qui c'est pas de l'aspergillus, et c'est en fait l'évolution sous traitement qui ne marche pas qu'on va rechercher. Et donc ce qui fait qu'en fait, ils vont assez facilement, il faut avoir l'aspergillus. Malheureusement, nous, chez nous, on arrive rarement à isoler les autres germes.
les mycormycoses, Ça, c'est les biopsies percutanées. on les isole vraiment. Non, mais il y a la mucormycose qui est pas mal, et ça, c'est quelque chose comme ça. C'est le truc qui a été montré par Catherine Bégelmot, montré par Samia. C'est l'aspect grillagé de l'atome, de la condensation avec l'aspect grillagé. Et le plus souvent, c'est au niveau des lobes inférieurs, et ça envahit le diaphragme. Il y a des cas de mucormycose qui envahissent le diaphragme. Ça peut envahir la paroi. C'est une vraie vacherie. Il faut y penser. Et puis on y arrive le plus souvent tard, et ça devient quelque chose de très grave. Après, là, parce qu'il faut les opérer, ça fait chirurgie de paroi, chirurgie de diaphragme. Exactement. Nous, on a un cas, je pense qu'on avait vu au stade, mais c'était de la paroi. C'était localisé, je ne sais pas si vous vous rappelez. C'était une masse de la paroi pseudo-tumorale. On va considérer comme étant une tumeur de la paroi thoracique. Et il a été opéré. C'était une corde. Ah oui, pour l'imagerie, on en a parlé. C'est des nodules, on trouvait des alvéoles en général, des condensations, parfois un aspect de. On n'a pas homogène. Le diagnostic différentiel, c'est ce qu'on a dit. Le traitement, c'est le voriconazole. Ouais. Là, je vais vous montrer des suivis de nodules, ça je le laisse pour après. Alors ça, je l'ai fait. C'est pour ça que je ne suis pas venu hier, je ne suis pas venu jeudi, je suis pas venu pour jeudi. C'est à cause de ça. En fait, là, vous voyez ce malade. On va se dépêcher parce qu'il est déjà 3 heures. Non mais, il m'a montré hier 10 cas, j'ai lui dit, si on arrive à faire 5-6 cas, c'est que c'est bien. Moi j'ai préparé 10 cas, professeur Antoine, il m'en a plein, il m'a montré, il a une centaine de cas, je pense. Oui, mais ça c'est. Donc là, vous voyez, est-ce que quelqu'un me dit où est-ce qu'il y a des nodules? Sur chaque image, il y a un nodule. Je dis, mais je n'ai pas fait le reste, il y a un nodule. Donc là, vous voyez, il y en a un, le premier ici. Hein. Vous voyez, il est bien trouvé. Le doigt. D'accord. Vous voyez, il y a un autre ici. Et il y a un autre ici. Non, il était devant. Vous voyez, je le fais. Vous voyez le suivi? Donc ça, c'est à 11 mois. C'est un malade qui a un cancer du côlon. Vous voyez, c'est pas le nodule, vous voyez, c'est 3 nodules. 11 mois. Et puis là, c'est le même, mais celui-là, il a été opéré. Et une métastase dans le côlon, je ne sais pas pourquoi ils l'ont opéré, parce que ça, je ne l'ai pas vu, mais normalement, on ne devrait pas l'opérer. Parce que là, vous voyez, il a été opéré, il a eu 4 jours d'hospitalisation. Donc là, les 2 nodules grossissent, donc ils ont vu que c'était une méta, donc ils l'ont envoyé pour que je fasse la radiofréquence. Donc là, vous voyez 2 nodules. Pour les aborder, celui-là, il est sur le dos, il faut être sur le dos, et l'autre, il faut que ce soit sur le bras. Oui. Donc là, nous, on le fait sous anesthésie générale, donc je l'ai mis en anesthésie générale, et quand on le met sur le ventre, il y en a un qui a disparu. Il est là, en fait, c'est le problème de ventilation. Ouais. Vous voyez, c'est pour cela qu'il faut travailler, comme il faut travailler avec les pneumologues, les radiologues interventionnels, les usagers, il faut travailler bien avec les anesthésistes et leur demander de bien gonfler, d'augmenter le volume pulmonaire pour qu'on puisse en fait décoller un petit peu. Décoller de la paroi, parce que depuis là, vous voyez, on a été après mettre l'aiguille dedans, et quand j'ai mis l'aiguille dedans, en respiration, vous avez l'œsophage ici, je dis, là, je suis près de l'œsophage, c'est pas bon, et en fait, quand vous mettez à respiration normale, là, il a fait un petit pneumothorax, ça c'est rien. Là, l'œsophage est là, donc on a pu lui faire la radiofréquence, et en même temps, donc j'ai mis une aiguille pour lui enlever le pneumothorax. Et là, vous voyez l'autre nodule, à la place de le mettre sur le ventre, vu qu'il a le pneumothorax, là, je viens d'avoir une fenêtre. Ouais. Parce qu'avant, je ne pouvais pas voir la fenêtre, parce que j'avais la césure, traverser la césure. La plèvre viscérale, plus plèvre viscérale, plus plèvre viscérale, le risque de pneumothorax, c'est important. Alors que là, je n'ai que de traverser une seule plèvre viscérale. Et donc là, on a été, là vous avez les aiguilles, et donc on a fait les 2 radiofréquences, c'était jeudi. Là, on lui a mis le drap sur la table, vous voyez, le poumon est revenu à sa place. Ça, c'est son drap que vous voyez, ça c'est radiothorax le jour même, on sortait de la salle du réveil. Il est monté en salle, et ça c'est le scanner du lendemain. Vous voyez le nodule ici, avec le verre dépoli autour, et l'autre nodule qui est là, avec la condensation. Et donc ce malade-là, aujourd'hui, j'ai appris qu'il est sorti de l'hôpital. Vous voyez, c'est normalement, si ça s'est bien passé, les radiofréquences, le plus souvent, moi je les hospitalise la veille,
On lui fait la radiofréquence, si ça se passe bien, pas de pneumothorax, dans 80% des cas, des pneumothorax, le lendemain, il sort. Donc vous voyez, ça c'est la gestion de nodules. Il a envoyé son scanner. Ça c'est très intéressant. Ça c'est très intéressant. Je vais faire celui-là parce que je vous laisse. Ça c'est un jeune homme de 73 ans. Oui, il ne faut pas rire parce que la jeunesse pour moi c'est mon âge plus 20 ans. Ça c'était fait le 1er décembre 2022. Vous savez, c'est un truc de la semaine dernière. Et en fait, là les 3 dossiers, c'est les dossiers du salaire secteur. Vous savez que vous venir avec des préparés. Et là, vous voyez le nodule avec un contact pleural. Si on va le mettre en classification TNM, vous mettez quel T celui-là. Le T le plus bas, c'est combien pour lui? Si on va réfléchir en TNM. Le T le plus bas. Le 3. Non. 2, lequel? De A, de B. En fait, le fait qu'il y ait un envahissement de la plaque viscérale, c'est un T de A. Quelle que soit la taille du nodule. D'accord? Donc c'est au moins T de A. Au moins T de A, scanographique, on ne sait pas comment le mettre. Au moins. Ça, c'est le C. C, c'est pour clinical, pas scanner, pas CT. Parce qu'on fait C. Avant, moi, je pensais que c'était C, c'est pour le CT, c'est une classification scanographique. Donc, C, c'est clinical. Et puis le T, L, M. Donc, au moins T de A. Puis en plus, ça fait à peu près 4 cm, donc 3,5 cm. Même en prenant le var des produits, ça fait quand même un T de A. D'accord? Donc on dit, on lui fait la tête, vous voyez la tête, ça fixe. Il n'y a pas de problème. Qu'est-ce qu'on fait? On fait la fibro qui ne sert à rien. Ah non, j'ai dit ça pour vous provoquer, mais elle sert à beaucoup de choses. Quand vous faites une fibroscopie pour un nodule pulmonaire périphérique, s'il vous plaît les pneumologues, faites la biopsie de la carène. Faites la biopsie des... Ah bah, on fera mon procédure, on le fait pas vraiment. C'est les gens, il y a de la compétence en pneumo comme on a de la compétence en radio. Donc c'est des gens qui font de la fibro pour l'infectieux, c'est pas les mêmes qui n'ont pas la même culture que ceux qui font pour l'onco. Non, c'est la carène, les éperons, faites tout ce qu'il faut. Parce que je ne vous souhaite pas de faire une fibroscopie bronchique. Mais si vous subissez une fois une fibroscopie bronchique, vous n'en avez pas envie d'en subir une autre. Aspiration pour cyto. Oui, c'est un examen qui est quand même très désagréable pour le malade. Désagréable pour le malade, donc autant lui faire une fois. Quoi. Pour ne pas lui refaire une deuxième fibro. Parce que les éperons et la carène, nous les radiologues, on les monte. Ça, c'est un malade comme ça, on ne l'opérera jamais sans avoir les biopsies de la carène et les biopsies des éperons. Donc c'est pour cela, si on fait une première fibro, arbre bronchique normal, anti-inflammatoire, on a fait de lavage et puis j'ai rien biopsié, là c'est malade, il va avoir une deuxième fibro s'il y a une indication opératoire. Même si on voit un aspect endoscopiquement. Oui. Systématique. Ah, c'est systématique, c'est sous-cortical, il ne faut pas réfléchir. Sauf si tu vois un gros vaisseau que tu ne veux pas biopsier, sinon tout le reste, tu fais tes prélèvements. Il faut même des brossages. Oui. Le brossage, après, il faut que le malade tienne le coup. Mais ce qui est léger, parce que c'est vraiment, parce que moi je vois les malades après la PTT, ils me disent, mais professeur, pourquoi on va faire la PTT avant la fibro? Parce que les malades, ils la subissent, c'est horrible. Hein. J'en profite de le dire devant des pneumologues, parce que vous avez remarqué que j'ai le franc-parler. Donc ils subissent, pour eux, c'est un effort énorme. Surtout qu'en France, oui, c'est toujours la faute à l'opérateur. Non, mais moi je fais toujours mieux que les autres. Non, il y a des malades, et surtout, en fait, ça dépend de la structure. Si vous avez une structure où vous avez des anesthésistes à gogo, vous pouvez chuter le malade, le préparer, faire comme il faut, prendre votre temps, voire soulager des fois, ça peut passer et ça passe bien. Mais quand vous n'avez pas d'anesthésiste, que vous faites une anesthésie locale et que vous avez 10 fibros à faire dans les 3 heures et que ça, excusez-moi, le malade va souffrir. Mais c'est normal, hein. Ça se passe en France comme ça va se passer ailleurs. Mais il y a une chose, pour dire Gaston, on peut aller jusqu'à 600 ml de xylocaïne à 2%. Pour le pneumo, il ne faut pas dépasser 20. Parce que lorsqu'on injecte, on instille la xylo, c'est comme on injecte en intraveineuse, c'est la même chose. Donc là, c'est périphérique. Pourquoi faire un brossage de biopsie? Oui. Et un brossage, ça me sert à rien. L'aspiration, oui. Je ne sais pas la différence entre brossage et aspiration. C'est pas la même chose. Non, c'est pas la même chose. Il faut envoyer une brosse dans le
message. Vous grattez. Vous grattez un peu. Moi j'ai une question à propos de ce patient-là. Vous avez un patient qui a fait son PET scan, T2A. Ouais. Alors, il n'y a pas d'autre localisation à distance. Il n'y a pas d'autre localisation. Le N, c'était C'est un 0, un 0. N0. Alors, pour ce genre de malade, est-ce que vous autres, voilà, est-ce qu'ils doivent chez nous ou on ne fait pas de biopsie? Il y a un Hein? travail. Non, on les opère. On les opère Nous, sans on fait biopsie. On fait toujours les biopsies. Bon, c'est des conduites qui diffèrent. Pourquoi on fait les biopsies? Parce que la dernière biopsie, c'était un granulome. Celle il y a 2 mois, c'était un amyloïdome, un truc amyloïde. L'autre, c'était un tuberculome. Et là, c'était un Il faut voir sur combien de biopsies. voilà, sur combien de cancers. Oui, mais ça fait toujours une chirurgie de moins le médicament. Oui, c'est pour cela. Avec les complications qu'on a, nous on a fait un travail, on a comparé 200 malades qui étaient avec des nodules de moins de 1 cm avec des nodules de plus de 1 cm. Et on arrive, on avait une bonne sensibilité, spécificité. Et puis surtout les chirurgiens, quand il va voir le malade, il va lui dire, monsieur, vous avez un cancer, on a la preuve. Il faut que je vous opère. Il va avoir peur, il va dire, oui, ok, on y va. Et puis aussi, si vous avez des complications post-opératoires et que c'est un cancer, entre parenthèses, c'était justifié. Il n'y a pas de... Et alors que si vous faites la complication, par exemple, le malade que je vous ai montré comme ça, le marquage d'hypervascularisation, c'était une tumeur fibreuse bénigne, pulmonaire, on l'a opéré, qui s'est compliquée par une pleurésie, puis après il a fait tous ces problèmes vasculaires. Celui-là, s'il veut attaquer en justice, il peut. Hein. Parce que, c'est des choses que il faut y penser. Oui, dans notre contexte, ce genre de malades, on les voit vraiment rarement. Par rapport au T4, par rapport aux patients non opérables. Et du coup, à chaque fois qu'on tombe sur une lésion suspecte scannographique, on va se dépêcher pour l'enlever. On va se dépêcher pour on ne va pas perdre le temps. Le chirurgien me dit que. Et puis là, par exemple, moi, je ne vais pas perdre le temps à faire des examens complémentaires. Par contre, ils exigent le PET scan. Le scan, le scanner. Non, bien sûr, un bilan correct, un bilan d'extension correct. Et ils sautent sur la liste. Même la bronchoscopie, Parce c'est que- intéressant parce que vous parlez. Oui, on l'a fait systématiquement. Ah, les systématiques. On l'a fait systématiquement. Il faut éliminer Ah oui, on l'a fait systématiquement. Non, mais c'est obligatoire, la bronchoscopie. Oui, obligatoire. Elle est obligatoire. Avant la biopsie, on l'a fait avant la biopsie. La transparité. Oui, mais dans ce cas-là, il faut qu'elle soit une fibro orientée pour qu'on fasse tout en même temps quand on revient. On va pas dans les- Et non, il y a aussi une chose importante pour les stades T4, s'il vous plaît. Après un TAP, ne courez pas derrière la fibro s'il y a des choses qui sont accessibles plus facilement en radio. Oui. Surtout si vous avez des radiologues accessibles. Je comprends parce qu'il y a des centres où, pour faire une demande de biopsie, ben, il faut attendre 3 semaines. La fibroscopie, je l'ai sous la main, je le fais demain, ça va beaucoup plus vite. Ça, je comprends bien. Mais moi, à Bichat, par exemple, on avait des malades où c'était en réanimation après la fibro. Alors que moi, par exemple, vous avez un troisier sous écho, vous avez le diagnostic, et puis c'est rien. Même le troisier, il a fait le bronchospasme, il était en réa, et la fibroscopie était négative, ils n'ont rien trouvé. Puis j'ai mon chef qui était en réa, biopsié le ganglion, le troisier, en réa au lit du patient, et on a eu le diagnostic de la petite cellule. Donc vous voyez, c'est des choses, quand vous avez un stade 4, la fibro, elle est désagréable. Quoi. Je ne suis pas anti-fibro, hein, loin de là. Je suis en anti-fibro inutile. Vous voyez, c'est pas la même chose. Et que si vous avez un stade 4, que dans tous les cas, vous avez des choses qui sont accessibles, beaucoup moins dangereuses, bah, il vaut mieux y aller. Par exemple, un truc qui envahit la paroi, une ponction sous scan, le risque est 0. La qualité des biopsies, quand vous demandez aux anapathes, elles sont beaucoup mieux, de meilleure qualité que quand vous faisiez vos biopsies. Hein? Mais ça, dans ces cas-là, la problématique qu'on a dans des grosses masses qui envahissent la paroi, c'est qu'il y a beaucoup de nécrose. Et nous, en fait, moi, je me base sur le scanner autant portable ou le plus souvent sur la tête pour aller chercher là où il y a plus de cellules. Parce que nous, dans ce cas-là, le percutané, ce qui est en défaveur, c'est que si on va dans la nécrose, on est dans la nécrose, on est emmerdé. Alors que si vous êtes par voie endobronchique, c'est vrai que c'est désagréable pour le malade, mais vous avez le bourgeon et vous allez avoir des cellules qui sont analysables. Donc c'est surtout, faites attention, c'est le message. Donc là, vous voyez, on a été lui faire la biopsie.
Et la biopsie, vous savez, ça c'était le 1er décembre, la tête le 4 janvier, un mois après. Vous voyez, pas qu'au Maroc, on a des délais assez longs de prise en charge. Ça, c'est inacceptable. Au Maroc et en France, c'est inacceptable d'avoir un mois entre la tête et quand on évoque un diagnostic. Le problème, c'est que nous, on les reçoit à la RCP avant, c'est avant qu'ils arrivent à la RCP. Hein. Le temps perdu, c'est pas... Parce que nous, dans mon centre, on a fait un parcours noduleux. C'est-à-dire, du moment qu'on a un nodule ou une masse suspecte, la semaine suivante, on les prend pour faire les bilans. Donc on a une semaine de battement entre l'évocation du diagnostic et le diagnostic. Et le PET scan? La semaine après. Et là, en fait, le malade qui a un nodule ou une masse localisée, il a son scanner TAP, son PET scan, sa fibroscopie, ses EFR le même jour. On le prend en hôpital de jour, on fait les 4. On fait les 4 la semaine après. C'est ce qu'on appelle des parcours nodules. Mais il faut attendre l'étude immunohistochimique dans les cas. Tout ça dure. Pardon? Il faut attendre les. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Ah oui, non mais il a... Non, l'étude après l'élection de la. C'est ça, c'est ça. On a cherché les. Non, mais nous, un malade qui a une masse comme ça suspect, une semaine après, il est pris, il a sa fibro, avec les biopsies de carène et des éperons. Il a son scanner sa tête et il a ses EFR. Et comme ça, hop, il sort crevé l'après-midi, mais il a tout fait dans une seule journée. Et puis, on le fait le plus souvent, le dernier c'est le jeudi, la RCP c'est le mardi, ce qui fait que l'anapathe lundi on a, et on a l'anapathe à la RCP, il nous donne les résultats de l'anapathe. Vous êtes le seul centre qui fait ça? Non, mais il y en a beaucoup à Paris qui font ça. Ah bah oui. À Paris? Oui, parce qu'on le fait parce que c'est en fait, c'est un problème d'économie de santé, un problème de santé publique. Donc, il sera à l'hôpital de jour que vous faites. Ouais. Et moi, j'ai à l'hôpital de jour chez moi en radio parce qu'on n'arrive pas à absorber tout en hôpital de jour en cours. Des ponctions, par exemple, cette ponction-là, je l'ai pris chez moi en radio en hôpital de jour. C'est moi qui l'ai, parce qu'en fait, il faut justifier l'acte et la PTT justifie un hôpital de jour. Donc, moi, j'ai 4 lits d'hôpital de jour dans le service de radio, j'ai fait pour ça. Des cryothérapies de tumeurs de rein, je l'ai fait en hôpital de jour, les malades grands qui sont de jour. Donc, ça, c'est. Et donc là, vous voyez, localisation d'un adénocarcinome pulmonaire pétérifus. D'accord, donc là, on a fait, puis le malade, il est parti, il a pu, c'est lui qui lui donnait de rendez-vous, il ne venait pas. Et là, vous voyez, entre le 1,12 et le 3,12, la tumeur a augmenté de taille. C'est-à-dire que ça progresse. Hein. C'est pourquoi nos chirurgiens s'attaquent rapidement. Mais c'est ça, c'est qu'il faut Parce pas que dans 3 mois, il va faire, pour faire le PET scan, pour faire l'anapathe et l'étude immunohistochimique qui traîne dans les hôpitaux pendant 3 semaines, voire même Ah ouais? plus. Ah oui, l'étude immunohistochimique, c'est un délai de combien? 3 semaines. Au privé, non. Au privé, c'est une semaine. Petite semaine, et vous aurez le... 10 jours. Privé. 10 jours. Non, parce qu'ils ont une équipe, en fait, il faut qu'il y en ait assez pour qu'on fasse l'équipe. On ne va pas bousiller un équipe pour un malade. D'accord, et donc là, vous voyez, est-ce que vous voyez quelque chose à part ça? Vous voyez, à 2 mois après, il a augmenté de taille, moi, j'ai rien vu. Vous n'avez rien vu? D'accord. Moi non plus. Bon, là, vous voyez, là, qu'est-ce que vous avez vu? Les radiologues. Les radiologues. La césure. Par contre, Vous voyez, la césure, elle n'est pas bien. Et regardez la plèvre derrière. est-ce qu'on est. Non, pas, il a été opéré. Hein. Il a été opéré et nous, ils ont commencé par une vidéothoracoscopie à l'inspection de la cavité pleurale. On retrouve la tumeur lobaire supérieur droite attendue, associée à un envahissement de la plèvre à ce niveau, avec la viscérale. Il existe également des multiples nodules de la plèvre pariétale à distance de cet envahissement, réalisant un aspect de carcinose pleurale. Et donc là, vous voyez les nodules, ça, vous voyez. Regardez la césure ici, on a du mal à la voir. Mais là, on les voit bien, les césures. Même là, la césure qui est sur l'ordre moyen. Et là, les nodules. C'est à posteriori. A posteriori, c'est facile. Tout est facile. Tout est facile à posteriori. A priori, c'est une tube opérable. Il est opérable, mais il est opérable. Oui. Oui, mais Au bout de 2 mois. Oui, mais le problème, c'est qu'après, on peut dire, est-ce que c'était infraradiologique? est-ce que c'était infraradiologique? Est-ce qu'il n'aurait pas trouvé la même chose? Est-ce qu'il n'aurait pas récidivé? Parce que là, par exemple, on a un malade
qui a été opéré, mais il a eu des complications post-opératoires, et 2 mois après, on le retrouve, et en fait, il a une récidive tumorale 2 mois après. Donc, alors que le chirurgien, il avait bien fait son travail et tout ça. Donc, il avait probablement des métastases pleurales, infracliniques et infrachirurgicales, et il a développé. Il devrait avoir une chimio post-là, et on est obligé de la retarder parce qu'il a fait des complications post-opératoires. Et ça arrive. Là, est-ce qu'on peut parler de degré de malignité un peu plus sévère que. Parce qu'il y a des tumeurs à malignité réduite par rapport à d'autres tumeurs. On n'a pas encore la histologie, mais s'il a été muté le GFR, bah, c'est bien. Vous savez, c'est une mutation. Là, par exemple, j'ai un malade que je dois biopsier lundi, 87 ans. Elle n'est pas opérable, 87 ans. Elle a une tumeur, elle n'est pas fumeuse. La tumeur, elle est font des mutations au GFR. Ben, c'est ça, c'est qu'en fait, on cherche la mutation. C'est que si on a la mutation, on va nous donner des comprimés. Elle n'a presque pas d'effet indésirable et puis elle va être tranquille pendant quelques mois. C'était pas visible sur le PET scan. Non. Oh non, non. Il y a bien, voilà, les métastases pleurales sèches, qu'on appelle les métastases pleurales sèches. C'est qu'il y avait des gènes. C'est bon. On les marques des enfants. Ça va, il y a 40. Alors, c'est un homme de 23 ans, sans antécédent pathologie notable, qui se présente pour des épisodes d'hémotysie modérée associés à une dyspnée depuis quelques mois, comme d'habitude, avec aggravation récente. Alors, à l'examen clinique, c'est un patient légèrement dyspnéique avec une saturation à 80%. La radiographie thoracique, c'est des opacités nodulaires, des bulles, des niches pulmonaires. Malheureusement, je n'ai pas la radiographie thoracique, on a fait un scanner, on a complété par un scanner. Alors, 23 ans, c'est un sujet qui est jeune. Vous avez des nodules au niveau des deux émissions pulmonaires. Certains sont exposés. Allez. Voilà. Là, c'est la fenêtre enregistreuse. Voilà. Alors là, c'est voilà, c'est la fenêtre médiastinale, injection de et là, qu'est-ce que vous voyez? Et voilà, regardez la fenêtre de l'artère pulmonaire. Les embaules. On passe rapidement. Une autre image, là c'est dans le plan axial. Vous voyez qu'il y a quand même défaut de pacification. Je l'artère pulmonaire. HTAP. Ça vous fait penser C'est à une scanographique d'HTAP. Est-ce qu'il peut, s'il vous plaît, est-ce qu'il est accolé à la plaie? Oui. quoi? Collé à la terre, c'est aussi des nodules. Des nodules, c'est des nodules. Tout ça, c'est des nodules. Tout ce que vous voyez, c'est des nodules. Donc, au total, c'est un jeune de 23 ans, hémoptysie modérée avec dyspnée, allant jusqu'à plusieurs lésions très hypodenses, avec un contenu qui est très hypodense. C'est des lésions nodulaires, grandes, de contour lisse, régulier, intraparenchymateuses, c'est un sang central, c'est un sang périphérique, avec un défect d'opacification des branches de l'artère pulmonaire. Donc, on est devant une embolie pulmonaire, une lésion très hypodense intracavitaire. Les signes d'HTAP, c'est une scanographique. Alors, rapidement, qu'est-ce que vous avez comme hypothèse ou suggestion diagnostique? Ah, ils sont testés sur l'identité en premier. On voit la région. Je pense que parmi nous, il y a des gens qui connaissent le dossier. Alors, Il y a une fuite alors. Ouais, il y a des fuites, hein? il y a des conflits d'intérêts. En principe, si on raisonne. Voilà. Vous avez des lésions très hypodenses, un contenu qui est un petit peu nécrotique, on va dire, donc qui intéresse les émissions pulmonaires. Moi, en premier lieu, je vais penser à des embolies septiques, d'autant plus que j'ai sur un thrombus intercavitaire. Moi, je pense, j'évoquerai des embolies septiques.
Je peux penser aux infarctus pulmonaires du moment que j'ai une embolie pulmonaire, d'un thrombus, mais bon, ce n'est pas l'aspect typique d'un infarctus pulmonaire. La tuberculose pulmonaire, dans notre contexte, quoique ce n'est pas très c'est pas l'aspect typique. Voilà. L'idatidose pulmonaire, bien sûr, il faut l'envisager. Localisation secondaire pulmonaire. Oui, localisation secondaire. Métastase. Un sujet jeune, je dois penser à une tumeur germinale. Voilà. Mais on a l'impression que les emboles, la densité, elle est plus liquidienne. Oui. Qu'est-ce qu'on fait comme examen pour ces liquidiens? Il y a un bon examen pour voir si c'est liquide. Ah oui, l'échographie. C'est pas mal, c'est l'échographie, vous en faites pas mal d'échographie, ça serait bien parce que vous allez voir que c'est de l'eau qui monte. Et puis il y a un autre examen parce que vous savez, les radiologues thoraciques n'aiment pas trop se salir la main avec du gel de c'est l'IRM. Oui, parce que moi, c'est pour cela, moi je laisse les chefs travailler. C'est sous pleural, bien sûr. Ah oui. Il n'y a pas des coupes hépatiques. Exactement, il n'y a plus au pan. Il n'y a pas des coupes hépatiques, ça? Oui. Coupes hépatiques au niveau des foies. Non, on a fait un bilan, il n'y a pas de localisation hépatique. Il n'y avait pas de cas. Sérologie. Sérologie, on va en venir par la suite. Alors, on a fait un bilan biologique inflammatoire qui était pratiquement normal, endoscopie bronchique était normale, PK négatif, recherche de PK négatif, TAP négatif, il n'y a pas d'autres localisations. Alors, marqueur de tumeur germinale avec échotesticulaire, tout ça, c'était normal. PESCAN, bien sûr, il n'y a pas de place pour le PESCAN. Nous, on a préféré quand même, devant ces images douteuses de KH, on a préféré quand même de compléter par une IRM thoracique. Surtout qu'on avait une lésion intracavitaire qui a été mal caractérisée par celui qui a fait l'échocardiaque. Donc, il n'a pas parlé de KH intracardiaque. Il a parlé de masse intracavitaire. Sur le scanner, on a des lésions qui intéressent les deux hémichambres pulmonaires, très hypodenses. On a pensé quand même au KH. Donc, on a voulu confirmer le diagnostic par une technique d'imagerie. Il y a une résolution en contraste qui permet de caractériser les lésions classiques de façon beaucoup mieux que le scanner. Donc, c'est l'IRM. Alors, on a fait l'IRM. Et voilà, sur l'IRM. Ça, c'est la séquence, voilà, Fiesta. C'est une séquence Fiesta qui maximise le signal, l'hypersignal des lésions classiques. Et vous voyez les lésions ici, comparativement aux autres structures vasculaires, parce que la Fiesta est dans un angiogramme vasculaire sans injection. Donc vous voyez que c'est un front hypersignal. C'est un signal liquidien en fait. Un signal liquidien. Voilà. Voilà. Toujours. C'est des lésions avec un signal liquidien, avec des septants intralésionnels, notamment pour la lésion côté droit. Voilà. Donc, alors voilà, une autre, ça c'est liquidien pur, avec des septants. Des septants, regardez. Là c'est une belle image. Des bombes qui décollent. Regardez ça, regardez ça, ça c'est extraordinaire. Regardez. Regardez ça. Et au niveau intracavitaire, ce n'est pas une IRM cardiaque, mais on a pu avoir ces images. Ils sont quand même parlants. Là, c'est la séquence après injection du produit de contraste. Et vous voyez la masse intracavitaire et ne serait au space. Et voilà, pour les autres, pour les lésions, une petite prise de contraste à la périphérie. C'est du poumon aussi. Ouais. Alors, l'échographie transthoracique, voilà, il a parlé d'une petite lésion ici. Voilà, le diagnostic final c'était un KH, une hydratidose pulmonaire avec embolie, embolie hydratique. Voilà ce cas, l'intérêt de ce cas. Je pense que vous avez le doute. Si vous n'avez pas un contexte d'embolie septique, et vous avez le doute sur des lésions liquidiennes intraparenchymateuses, il ne faut pas hésiter à demander une
bien d'accord. Oui, mais ce qui va contre l'embolie septique, c'est qu'il n'y a pas de condensation alvéolaire. Il n'y a pas de. C'est que l'embolie septique, son nom, c'est que vous avez le germe qui arrive par l'artère, et après, il y a du foyer de condensation autour qui est en rapport avec l'infection. Alors que là, c'est des kystes. Et vous avez en plus, vous avez des petits foyers d'hémorragie, de verres dépolis, des lésions, des condensations qui peuvent être en rapport avec la toxine, en plus, et soit d'hémorragie. Vous avez un contact avec l'animal? Non, pas de contact. Justement, Ce qui est rapporté dans son. Bon, je viens de voir hier son observation, qui était pas. Il n'y avait pas de. Et pour la sérologie, je pense qu'elle était revenue. C'est sur la sérologie qu'on a retenu également le débat. Alors, la sérologie, elle était positive. Maintenant, pour ces cas, je ne sais pas qu'est-ce que vous allez proposer comme traitement. On a traité médicalement parce que. Mon expérience de traitement des embolies septiques, des artères pulmonaires, des embolies kystiques et des lymphocytes dans les artères pulmonaires se limite à 0. Donc, c'est l'expérience, elle est chez vous, pas chez moi. Hein. C'est plutôt c'est vous. Oui, c'est madame. Non, voilà, on traite médicalement. Mais c'est sûr que c'est pas passé par le foie. Normalement, le mécanisme habituel, c'est une hépatidose multiple avec des atteintes de localisation hépatique qui jouxte la veine cave, puis il y a une fraction. Dans la veine cave. Il va se déplacer dans les cavités droites, puis de haut de là, il va passer. Je reviens à la contamination. Comment on peut imaginer ça? Sûrement il y a un contact avec l'animal. Oui, probablement. Il y a des gens avec qui on n'arrive pas à mettre des gens en ville. Oui. Ils n'ont pas d'aller chez eux, ni à la campagne. Ils ne mangent pas de la Nous, on a ça au Liban parce qu'on mange pas mal de légumes. Mais on voit de moins en moins. De moins en moins. Parce que les vétérinaires travaillent bien. Les vétérinaires travaillent bien si on arrive à éradiquer le verre. Des fois, il y a des cas qui sont exceptionnels. Comme on a appris dans la tuberculose, c'est surtout les terrains d'évilité, un niveau socio-économique défavorisé. Alors, maintenant, on voit des patients qui sont riches, importants, voilà, importants, qui mènent une vie de luxe avec une tuberculose. Ah oui, parce qu'avant, vous aviez 100 défavorisés, 1 favorisé. Là, les défavorisés sont descendus à 10, bah, favorisés, il n'a rien changé, bah, vous allez le voir plus fréquemment. C'est plus par ordre, je pense que c'est un problème statistique plutôt que c'est plus par fréquence que. Alors, on a encore 10 minutes. C'est une très belle histoire, celle-là, qui a posé beaucoup de débats et de discussions. Alors, c'est un patient de 70 ans qui a eu un anévrisme inexpliqué. Alors, il a fait un check-up. Voici les résultats de recherche. Il avait une insuffisance rénale de découverte fortuite, avec une créatinine assez grande, urée à 2. Donc, il a fait le bilan immunologique, du moment qu'il avait une insuffisance rénale, qui est revenu négatif. En cas négatif, anticorps antigène soluble négatif, anticorps antinucléaire négatif, VIH, tout ce que vous voulez. Tout était négatif. Donc, insuffisance rénale, indication d'échographie, il a fait l'échographie. Il avait une hypertrophie bénigne de la prostate, avec une dilatation piélo-canicienne. Donc, il a fait une résection de cette hypertrophie prostatique avec sonde double J. Parfait. 3 jours après, il a fait une infection. C'était un pseudomonas. Donc il a peut-être chopé. Donc 14 jours de traitement. 14 jours de traitement pour son pseudomonas. Avec une bonne évolution. Alors la fonction rénale, elle a été un petit peu améliorée. Donc la créatinine est passée à 25, de 50 à 25. L'URée c'était, je pense, 0,5. 0,5, c'est ça. 0,5. Voilà. Alors, voilà. 15 jours après, il fait un épisode de fièvre pour laquelle il a reçu une antibiothérapie, le carbapène. D'accord? Avec une amélioration. Alors, c'est la deuxième.
Deuxième épisode de fièvre. Une bonne amélioration. Puis par la suite, une semaine après, il refait la fièvre. Alors là, on était obligé de l'hospitaliser. Donc, intervention, infection, post-chirurgicale, traitement médical, amélioration. 1 à 2 semaines après, il fait un épisode de fièvre pour lequel il a été traité. Il sort 1 semaine après de la fièvre. Il a été hospitalisé. Alors, à l'hospitalisation, il avait une CRP à 200, un syndrome inflammatoire très élevé. Les neutrophiles étaient à 13. La valeur normale, c'est 700 et 7500. Donc c'est une agranulocytose sévère. Sévère. On est vraiment sévère. L'urée élevée, la créatinine 53, la CRP plutôt 282. La ferritinémie, elle était à 3000. 3000. Pour une valeur normale de 300. Et la procalcitonie, c'était à 7. Donc très élevé. On avait un scanner. Alors sur le scanner, on avait ça. Alors, moi j'ai mis les images sur lesquelles il y a des anomalies. Il n'y a que ça, sur l'exemple. Il n'y a que ça. Oui, vous avez quand même des nodules ici, un nodule. Un nodule avec l'air du politique. Voilà. Condensation et un nodule. Alors, bon. Alors, qu'est-ce que vous allez, à quoi vous allez penser? Nous avons une telle présentation. L'infection, bien sûr. L'infection, il est là. Vous avez tous les marqueurs biologiques de l'infection. C'est bel et bien une infection. Quel type d'infection? C'est une agranulocytose sévère. Donc c'est de l'aspergillose, aussi ton raisonnement, c'est de l'aspergillose. C'est de l'aspergillose. Oui. Alors on donne un traitement anti-aspergillare et on voit. Non. Ouais, c'est le raisonnement. C'est pour cela. Non mais c'est ce qu'ils font. La granulocytose sévère, il pense, bon, dans l'impasse diagnostique, il traite. Mais la différence avec les transplantés de moelle, c'est qu'en fait ils font de la fièvre et tout ça, et le scanner est normal. Et en fait, c'est quand ils sortent de leur granulocytose, où là vous allez avoir les opacités qui apparaissent par les globules blancs qui sont reproduits entre parenthèses et qui vont venir en fait agresser l'aspergillus ou le germe qui fait rien à personne. Donc c'est pour cela en fait le malade il a de la fièvre 3-4 jours après la greffe de moelle, il a la granulocytose et 2-3 semaines après il va sortir de sa neutropénie et là on va voir les images sur le thorax. Ouais. Alors que là on a les images d'emblée alors qu'il a que 13 ans. La fin c'est lui pour ce traitement? Oui, négatif. Alors là vous avez deux. Pour faciliter un petit peu. Parce qu'il y a 56. Voilà. Vous avez l'infection et vous avez une fonction rénale qui est très intéressante. Il faut raisonner. Nodule avec fonction rénale intérieure égale On est sûr. Oui. Granulomatose avec. Oui, c'est ça. Granulomatose, oui, mais on ne dit pas vaginale. Oui. Vous savez pourquoi? C'est parce qu'il a été un collabo durant la Deuxième Guerre mondiale. On cherche mal là-bas. Alors, nous, on a répondu sur le scanner. Mais bien sûr, on a demandé de faire le lavage. On a évoqué en premier parce que. Le piassonique, il a été traité. Alors, bien sûr, les hypothèses diagnostiques, c'est la polyangine, c'est l'aspergillose, bon, métastase hémorragique aussi. Mais il faut qu'il y ait un contexte. Non, mais radiologiquement parlant, radiologiquement, dans un cas de Wegener, à granulocytose. Radiologiquement parlant, ça fait pas typiquement Wegener. Hein. Ça fait pas typiquement. C'est plus de rien. Pourquoi? Parce que les lésions du Wegener, c'est des lésions qui sont cavitaires. Hein. C'est pas ça. Et tu as la labilité des lésions. Mais ça dépend.
La labilité des lésions, c'est que vous avez l'évolution. Oui. Mais sur un T0, on ne Ouais. connaît pas la labilité. C'est le profil évolutif C'est radiologique. l'évolution. Mais quand vous avez plusieurs lésions, le Wegener, quand même, on y pense quand c'est les chroniques. Parce que c'est l'aspect la plus difficile. Mais on peut avoir des Wegener avec une sensation de sensation. Alors, moi j'ai parlé à son médecin traitant. Alors, pour son médecin traitant, devant une granulocytose sévère, qui ne cesse pas ce traitement, carbamazine, je pense. Alors, il n'y a pas d'amélioration. Avec une granulocytose sévère, il passe directement à une infection mucosique. Voilà. Il a traité par fluconazole. Et là, il a chuté sa fièvre la première nuit de traitement, il a fait chuter sa fièvre. Mais quand il a fait le scanner, moi je lui ai parlé de l'aspergillose sympathique, il a commencé le traitement de voriconazole pendant 3 semaines. En même temps, il a fait un lavage. L'évolution était bien. Sur le lavage, c'était un candidat albinos. D'accord? Pardon? Oui. Voriconazole n'est pas commercialisé. Je pense qu'il se débrouille pour avoir le traitement, mais certainement c'est la voriconazole qu'il a reçu. C'est sûr. Maintenant, Oui, mais pourquoi on l'a mis sous voriconazole? Parce que s'il a un candidat, le candidat il répond au fluconazole. Mais s'il pense qu'il y a un aspergillus derrière, il va le mettre seul. Exactement. Il a pensé qu'il y a un aspergillus du moment que la granulocytose qui est très sévère, la granulocytose provienne, c'est l'aspergillus. Donc il a mis quand même sur voriconazole avec une cure de 3 semaines. Et la pérexie, elle est là après 3 jours. Il a changé la carbapénéine par tabanine fortune pendant les 2 semaines. Donc maintenant, la question c'était quoi finalement? Pourquoi il fait cette aplasie à granulocytose sévère? Finalement, son médecin de traitement a fait ses recherches. Et c'était dû à quoi? C'était dû à la carbapénéine. Quand on traite, c'est un effet secondaire du médicament. Quand on traite pendant une longue durée à cette molécule-là, il y a un risque de granulocytose sévère. Et surtout si on traite, comme on a fait chez ce patient, on a traité pendant 2 semaines, et on a retraité toujours par la même molécule, parce que c'est sur cette molécule qu'il a bien évolué. Les autres antibiotiques n'ont pas donné l'effet. Alors pour son médecin traitant, bon, c'est un raisonnement logique. Moi j'ai une molécule qui fait l'affaire, je continue, c'est logique. Donc, il a contacté le centre de toxicologie, ils nous ont dit que voilà, ça va très bien, et puis on est pas possible. C'est bon, ils ont arrêté, les choses se sont bien passées. Sauf que le malade a fait par la suite un syndrome dépressif, avec toujours une fonction rénale qui est. Il a fait un syndrome dépressif avec tout. Maintenant, l'infection est rentrée dans l'ordre, mais l'insuffisance rénale, elle est toujours là, avec une petite dépression. Et puis, ils se sont investis dans l'insuffisance rénale. Ils ont refait le bilan immunologique avec des anticorps positifs. Voilà. Je pense que j'ai l'imagerie de mon trait, c'était ça. Et là, vous voulez me le trouver, il est là, le gars. Ça, c'est l'imagerie de contrôle. Ça, c'est l'imagerie de contrôle. Oui. Donc, c'est l'évolution. En fait, Non, mais cette histoire de carbapénème, pourquoi? J'ai pas très bien compris pourquoi ils l'ont mis sur carbapénème. C'est l'infection qui n'a pas cette. Non, mais il faut cibler. c'est pas radiologique, c'est un collègue. Hein. C'est le collègue, voilà, pour moi. Moi, j'ai contacté son médecin traitant hier même, je l'ai contacté pour avoir plus de renseignements, pour être sûr des renseignements. Il m'a dit que, voilà, on passe à cette molécule lorsqu'on n'a pas de réponse. C'est un collègue intéressé. Donc, ils sont passés à cette molécule du moment qu'ils n'avaient pas de réponse aux autres. Voilà. Donc, ils ont mis. C'est rien du matin, je pense qu'ils font. C'est interdit, c'est rien du matin. Avec à l'ORL, l'examen ORL, c'est une rhinite coûteuse. Le président parle. Le président parle. Donc,
C'était 2 jours de partage scientifique, amical. On est très content de vous accueillir au Club Thorax Maroc. Je remercie infiniment tous les participants. Je remercie surtout nos amis africains qui ont fait un grand déplacement pour venir assister avec nous à cette grande manifestation. Je remercie l'association régionale FES-Meknes. Je remercie l'association des radiologues marocains. Et je vous dis à la prochaine édition. Ça va être à Agadir. Voilà. Et merci beaucoup. 11, 12 mai, 13 mai, Et à nous, Agadir, on a Inch'Allah. la FNAPAD aussi. 23. 2023, on a deux manifestations à Agadir. Une, la FNAPAD, c'est le 11 et 13. Et le Club Thorax va être à Agadir. L'année prochaine.